Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin du Bouquin. Nous sommes de retour dans le Périgord et nous sommes à nouveau avec notre ami Alain Ballas. Bonjour Alain. Bonjour Ira. Qui nous a reçus chez lui dans son intérieur. Merci de nous recevoir chez toi. C'est un plaisir. Et on va parler de ton dernier livre. Alors son dernier livre s'appelle Théopolis, entre mythe et réalité. Voilà, Théopolis. Alors Alain, est-ce que tu peux... Alors déjà, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux rapidement expliquer qui tu es, ton parcours, et surtout comment tu en es arrivé là? Ben oui. J'ai démarré dans une voie qui n'était pas faite pour m'amener justement sur ce genre de recherche, puisque j'ai démarré en ingénierie industrielle, Ouais. Dans le domaine du pétrole. D'accord. Donc Oui. même le nucléaire. Tu vois. Donc c'était assez loin des concepts que Ouais. tu peux retrouver Ouais, en ouais. géographie sacrée, Bien sûr, oui. en alchimie, etc. Et puis bon, le chemin s'est fait malgré tout, et puis voilà, je suis là aujourd'hui. Donc je suis venu tardivement à l'écriture au moment de la retraite, on va dire vraiment la retraite totale, puisque la retraite s'est étalée quand même, la prise de retraite sur quelques années. Ouais, d'accord. Et puis étant carrément à la retraite en Périgord, c'est vraiment la retraite, c'est merveilleux. J'ai eu l'occasion de me mettre à l'écriture. D'accord. Donc j'ai écrit un premier ouvrage sur la lanterne de Saint-Bernard, de Sarlat, qui était plus une recherche sur l'architecture, l'architecture sacrée. Et puis eh bien, le virus a frappé, et puis là je suis en train de travailler sur le quatrième ouvrage. D'accord. D'accord. Donc alors, ton premier ouvrage c'était... Alors le premier ouvrage c'était sur la tour de Saint-Bernard de Sarlat, donc Ouais. une étude, donc, on peut dire héliobiologie, architecture sacrée, géométrie sacrée, musique inclus dans les structures, dans les rapports architecturaux. D'accord. Donc sur les édifices sacrés. Ok. Le deuxième? Le second c'était sur la géographie sacrée des Ouais. bâtisseurs, l'interrelation, donc on a déjà eu l'occasion de Donc parler. c'est celui de l'interview qu'on a Voilà, fait ouais. précédemment, d'accord. Et là le troisième opus, donc c'est Théopolis. Alors Théopolis, ça a posé bien des problèmes à mon éditrice, c'est-à-dire les éditions du Cosmogone, notre amie Evelyne, puisque c'est un bouquin qui est inclassable, dans le sens où c'est pas de la fiction, c'est pas du roman, c'est plus initiatique, plus dans la tradition. C'est ce que moi j'appelle un roman initiatique. Oui, on peut l'appeler comme ça, Ouais. mais ouais, voilà. Mais on retrouve un peu de tout, on va visiter des endroits, puis on découvre que dans ces endroits que l'on visite au départ en touriste, il y a des petits symboles qui accrochent et qui nous amènent plus loin. Quoi. Ouais. Et donc quand on commence à tirer un peu sur le fil de la quenouille, on va très loin. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu cette réflexion sur, on va dire, bon, j'ai fait démarrer cet ouvrage en 1999, au moment de l'éclipse de soleil. D'accord. Ouais. Donc pour moi c'était un point de départ vraiment sur une recherche particulière. Et puis bien, je suis arrivé donc sur tout ce que nous avons vécu avec un groupe d'amis sur cette voie, sur cette recherche, avec mon épouse, avec ma fille, enfin avec d'autres personnes. C'est vraiment du vécu. D'accord. Tous les sites, toutes les situations qui sont décrites, c'est vraiment vécu. Il n'y a pas d'extrapolation, c'est vraiment c'est réel. Donc, sauf que toutes les personnes qu'on trouve dans ton roman existent vraiment. Tu as changé les noms, tout ça. Existent ou ont vécu, puisque malheureusement, il y en a qui sont partis, oui, bien sûr. Mais oui, tout le monde existe. J'ai changé les noms. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais je n'ai pas changé les lieux. D'accord. J'ai changé les dates un peu pour articuler, suivre un fil conducteur. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le problème, c'est que bien cette histoire, cette recherche nous projette plus loin dans le futur. Or, il fallait qu'à un moment donné, à la date d'aujourd'hui, je passe à la fiction. Oui. Voilà. Et cette fiction, bon, elle est ce qu'elle est, ce sont des hypothèses, mais des hypothèses qui sont basées, on va en parler, je suppose, sur des choses sérieuses, des choses vraiment concrètes, scientifiques. Donc, au départ, on pourrait penser qu'on se base sur des choses ésotériques, des choses impalpables, mais au fil de la recherche, au fil de l'évolution sur ce parcours, eh bien, on arrive sur quelque chose de concret, de réel, j'oserais même dire de climatique. D'accord. Tu vois où je veux en venir. Oui, tout à fait. Oui. On parle beaucoup de pollution actuellement. Bon, on arrive vraiment dans une étape charnière, un point vraiment charnière sur l'évolution de l'humanité, sur la Terre, l'évolution de la Terre, avec une prise de conscience qui va être nécessaire.
Donc cette seconde partie, qui est la fin de l'ouvrage, hein, les dernières pages, 40-50 pages à la fin, où vraiment j'essaie de tirer la sonnette d'alarme sur ce qui pourrait se passer si l'homme ne prend pas conscience qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir et faire des actions vraiment positives. D'accord. Hein, voilà. Ok. Donc voilà, en gros, la trame générale. Ensuite, donc, eh bien, on se rend compte qu'il y a deux fils conducteurs de cet ouvrage, qui sont complètement aux antipodes. Il y en a une qui est l'Arche d'Alliance, la quête de l'Arche d'Alliance. Ouais. Ça sert de fil conducteur pour aller de lieu en lieu. Hein, où à chaque lieu, bien, on va découvrir des nouvelles choses, on va découvrir, on va dire, des parcelles d'initiation, puisque l'initiation, c'est la connaissance. Bien sûr. Hein. Et puis, un deuxième vecteur, eh bien, c'est plus scientifique, c'est la relation, plus physique, on dira. C'est la relation entre les éclipses de soleil et les séismes. Séismes, catastrophes naturelles. Okay. Et on se rend compte que, eh bien, justement, c'est pour cette raison que j'ai démarré cet ouvrage en août 99, dans l'éclipse de soleil. Et on se souvient que le 26 décembre, qui suivait, donc, 99, on a eu ces grandes tempêtes, ces catastrophes. Alors, arrivé à ce stade, avec des amis, on s'est posé la question, est-ce qu'il pourrait y avoir une relation entre une éclipse totale de soleil et un événement climatique, on va dire, sismique qui suit. D'accord. Et puis, donc, nous avons mené des recherches, on a fait des relevés à chaque fois qu'il y avait des éclipses, des séismes, on faisait des relations, on cherchait des relations. Et puis, il s'avère, bon, c'est pas du 100%, mais en grande majorité, on arrive à avoir un événement qui suit une éclipse de soleil. Et on a constaté que plus on avance dans le temps, depuis 99 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, c'est pratiquement consécutif. Le dernier qu'on a eu, c'était aux États-Unis. Le dernier éclipse de soleil majeur, c'était aux États-Unis. On a pénétré d'ouest en est sur les États-Unis, en passant sur, entre parenthèses, cette ville qui s'appelait Salem. Hein, symboliquement, c'est pas rien. Oui, tout à fait. Et on se rend compte que, eh bien, pratiquement en même temps que l'éclipse, a commencé donc ce grand cyclone sur l'Atlantique, qui est remonté, qui a balayé toutes les îles des Caraïbes. Oui, tout à fait. On va finir sur la Floride. Oui, on s'en souvient bien. Et donc on voit qu'il y a l'événement qui est là de suite. Bon, antérieurement, sur les États-Unis, sur d'autres régions, il y a eu les mêmes conséquences, les mêmes faits. Il y a un physicien qui s'appelle Meil, Constantin Meil, un Allemand, qui lui a émis une hypothèse assez intéressante parce qu'il dit que il a remarqué que sur des éclipses de soleil qui ont traversé le continent africain du sud vers le nord, il a défini une théorie qui dit que environ 2000 à 2500 km au-delà du point maximum d'ombre de cette éclipse, on va avoir une ligne transversale qui va couper cet axe d'ombre, ce cône d'ombre. Et sur cette ligne de cassure, on va dire, eh bien, on va avoir des événements sismiques, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et il s'est avéré que plusieurs fois ça s'est constaté, puisque lui, cette éclipse sur lequel il cite, qui est en référence, eh bien, à 2500 km plus loin, on a exactement la ligne Grèce, Turquie et Iran. Et effectivement, il y a eu des séismes majeurs à ce moment-là sur cette ligne de cassure. Bon, ça tombe qu'on est vraiment sur une ligne de fracture entre deux plaques tectoniques, raison pour laquelle ça a bougé. Alors on pourrait dire il y a un lien, il n'y a pas de lien, on peut discuter, mais c'est quand même consécutif à un événement. Et chacun on se rend compte que ces événements sont couplés. D'accord. Donc on peut s'interroger. Alors le futur est là, puisque le futur tente à dire que les éclipses de soleil suite à celui qu'on a eu aux États-Unis dernièrement, le dernier qui a eu lieu, et bien prochainement en 2024, on va avoir une éclipse de soleil qui va monter du Mexique et qui va remonter sur les États-Unis. D'accord. Le premier éclipse de soleil qui a eu lieu, donc c'était en 2017, est passé sur Yellowstone, sur la cage des raies de Yellowstone. À l'époque, beaucoup de monde était parti là-bas pour voir le phénomène. Bon, il y a eu beaucoup de touristes, mais ce n'était pas conséquent puisqu'on était exactement sur le cône d'ombre. Sauf que le prochain, en avril 2024, qui va se produire, va monter du Mexique, va couper la ligne d'ombre du précédent éclipse, exactement sur le point où il y avait le cône d'ombre maximum à cette époque. On est à un peu plus de 2000-2500 km, mais si on considère cette ligne perpendiculaire, eh bien là on va partir à la
perpendiculaire va partir sur Yellowstone. D'accord. Donc, bon, c'est pas l'apocalypse, hein, c'est pas Oui, non, bien sûr. enfin apocalypse dans le sens de révélation, ça peut être une révélation. Enfin, du monde, le Yellowstone qui explose, on s'y attend, il peut y avoir un cataclysme majeur à ce niveau-là. Hein, mais voilà, donc il y a des réflexions à porter sur des phénomènes qui pourraient se produire. D'accord. Ça, c'est une conclusion. Après, eh bien, il y a. Alors, je vais essayer de placer quand même d'espoir, puisque au départ, cet ouvrage, je voulais l'appeler Apocalypsis. Ouais, ok. Bon, il y en a plein qui sont sortis avec ce titre, ouais, qu'on a essayé d'innover. Mais voilà. Donc, ça, c'est le côté, l'aspect scientifique, physique. Le côté Arche d'Alliance, hein, donc le deuxième fil conducteur, eh bien lui va nous amener de site en site. On va passer par... donc, premièrement, on est parti de l'éclipse de 99. Donc l'entrée en France, c'était le pays de Caux. Ouais. Caux, Normandie, Étretat, hein, Fécamp, voilà. Donc on y était, on l'a vécu, voilà, mais sans savoir ce qui pouvait se passer. Ouais, sauf que, travaillant là-bas sur cette région, sur ce pays de Caux, à l'époque j'étais sur un contrat donc Notre-Dame de Gravenchon, je travaillais sur des usines de traitement des eaux, des choses comme ça. D'accord. J'ai passé l'été là-bas, l'été magnifique, hein, pendant 3 mois du soleil en Normandie, c'était exceptionnel. Oui, bien sûr. Excusez-moi les Normands, mais il faut bien quand même faut le redire, ouais. Voilà. Et puis, bien, j'ai lu des ouvrages à l'époque, en détente, je m'amusais à relire des ouvrages d'Arsène Lupin. Ah. Voilà. Ici, les Huit Creuses. Les Huit Creuses et la comtesse de Cagliostro. Et la comtesse de Cagliostro. Et Lupin, Maurice Leblanc, dans la comtesse de Cagliostro, nous parle des 7 abbayes majeures du pays de Caux. Et que si on les relie entre elles, dans son énigme, ça nous forme la constellation de la Grande Ourse. Ouais. Ouais, immédiatement, la Grande Ourse, alors bien sûr, avec mon travers de géographe intéressé à la géographie sacrée, j'ai tracé tout, effectivement, c'est assez troublant. Ce qui prouve bien que tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, bien sûr. Hein, le reflet du ciel sur la terre, Ernest Trismégiste, hein, on connaît bien ça. Mais cette arche, moi, cette Grande Ourse, moi, on l'appelle la casserole, mais c'est aussi une arche, quelque part. C'est un coffre. Ouais. Voilà. Hein, la preuve, c'est que la Grande Ourse, c'est Callisto. Hein, donc si on se rappelle de la mythologie, Callisto qui a été transformé par Héra en ours, hein, puisqu'elle avait dévoyé un peu notre ami Zeus. Un peu, oui. Ouais, bon, elle n'a pas dû forcer beaucoup. Pour non, je pense pas. Non. Voilà. Et donc Héra s'est vengée, l'a transformé en ours. Hein. Ouais. Bon. Son fils qui s'appelait Arcas. Arcas, qui était donc d'Arcadie, le paradis entre guillemets grec. Arcas partant à la chasse, voit une ours, s'apprête à tirer dessus, et puis on lui dit non, tire pas, c'est ta mère. C'est ta mère, voilà. D'accord. Donc bon, voilà, les choses ne s'arrangent pas, puisque Zeus, pour essayer de se rattraper, envoie Callisto dans les cieux, elle deviendra la constellation de la Grande Ourse. Ouais. Et Arcas, lui, bien, il sera, alors selon les versions, ou la petite ours, hein, ou avec l'étoile polaire. D'accord. Ou d'autres nous disent ça pourrait être la constellation du Bouvier. Ouais, ok. Peu importe. Arcas est là, et Arcas, bien, par étymologie, ça nous amène à Arche. Hein, Arche, donc la constellation de la Grande Ourse qui ressemble à Arche. D'accord. Donc si on fait le lien de tout ça, eh bien, on arrive à l'Arche d'Alliance. Bien sûr. Hein, l'Arche d'Alliance, elle est posée, et Alliance, il y a une alliance, il y a quelque chose à trouver derrière, il faut démêler tout ça. Alors évidemment, après, il y a les nombres qui rentrent en compte, les 17 étoiles de la constellation de la Grande Ourse, c'est intéressant. 17 étoiles. Le nombre 17, l'extension pyramidale 153, les 153 poissons de la pêche miraculeuse, on rentre vraiment du domaine du sacré. Ce serait beaucoup trop fastidieux à développer devant la caméra. Tout est écrit. Mais voilà, ça nous amène à tout un tas de réflexions sur ce chemin qui va nous amener sur des voies complètement différentes. Et c'est là justement où cet ouvrage devient inclassable, parce qu'on part dans tous les domaines, ça explose un peu. Et c'est pour ça qu'il y a ce fil conducteur scientifique, mais il fallait en sortir et puis voyager un peu sur la part cerveau droit, cerveau gauche, on va dire. Mais en gardant quand même les pieds sur terre et en ayant des réflexions positives qui vont nous amener sur votre piste. Donc on prend cet arche d'alliance et puis on réfléchit. Et on se dit, mais le château. Le château, le tombeau des bergers d'Arcadie, Nicolas Poussin, hein, et puis ce fameux tombeau des bergers d'Arcadie, eh bien c'est un coffre, c'est une arche, d'accord.
Encore. Voilà, encore une. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve à côté de Serres, donc tombeau des Pontiles? Il y a un magnifique menhir, menhir de Serres, hein, qui, on nous dit, la légende, on va dire, des chercheurs de trésors de Rennes-le-Château, nous dit, ah ben oui, mais ce menhir est dirigé vers, symboliquement, en géographie sacrée, sur l'étoile Alcor. Cette étoile Alcor, eh bien, c'est l'étoile double avec Mirza de la constellation de la Grande Ourse. Donc là, on retrouve encore un lien. Arche, oui, le lien qui se fait comme ça entre les différents points. On part de la Grande Ourse du pays de Caux, et puis on arrive à Rennes-le-Château, on retrouve encore cela. D'accord. Alors on dit, eh bien, on est à Rennes-le-Château, merveilleux. Hein, on est en plein dans les mystères. Recherches, les mystères, hein, c'est élevé. Et quand on nous dit, quand on étudie Da Vinci Code, référence intéressante, c'était une bonne base pour avoir des références diverses. Eh bien, on est sur le méridien 0, le méridien de Paris, la ligne rouge, hein, qui nous a été piratée par les Anglais, qui nous ont mis la méridienne verte, hein, le méridien de Greenwich, la sorcière verte. Hein, si on rajoute un T à Witch, ça fait Witch, c'est la sorcière verte. Donc c'est pas sympa, mais enfin, on a gardé quand même notre méridien de Paris. Hein. Eh bien, on va le suivre, ce méridien de Paris. On va suivre la proposition de Dan Brown, et puis on arrive à Paris. À Paris, on va à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, les tableaux de la Croix. Où on va avoir le combat de Jacob avec l'ange. On a tout un tas de références dans le graphisme sur Rennes-le-Château et sa région. Et de l'autre côté, on a Héliodore, chassé du temple. Héliodore qui voulait faucher le trésor du temple. Bon, il a été empêché, mais on parle de trésor. Sachant qu'il y a ce lien qui est là derrière Rennes-le-Château, d'un côté Héliodore. On dit, tiens, le trésor de Saunière, ça résonne quelque part. Oui, bien sûr que ça résonne. Donc, un premier point, et puis on continue sur le mystère, et on arrive à l'église Saint-Roch. L'église Saint-Roch à Paris, mais si on fait le tour donc, du chœur, on va derrière, dans la petite gueule derrière, et bien qu'est-ce qu'on trouve? Un hôtel. Et cet hôtel, c'est une arche d'alliance. Ah oui. C'est une arche d'alliance, bien sûr. D'accord. Donc là encore, le lien revient. Alors cette arche d'alliance, elle va nous suivre comme ça tout le long. On continue. On passe par Chartres. Oui, bon, bah, ça d'accord, oui. Voilà, Chartres. Difficile de faire mieux, quoi. Voilà. Et à Chartres, ce qui va nous intéresser, en l'occurrence, c'est le portail nord, où on retrouve l'Arc d'Alliance, Arcas Celeris, par l'Arche Aurora. On retrouve tout un tas de symboles sur cet Arc d'Alliance qui va nous amener donc, dans la Bible. Alors beaucoup disent, oui, mais l'Arc d'Alliance de Chartres, c'était peut-être pas vraiment l'Arc d'Alliance parce qu'elle a des roues et tout. Mais si on se réfère à la Bible, parce que les Philistins ont volé l'Arc d'Alliance aux Hébreux, ils ont été frappés des 1000 maux. La peste, enfin tout un tas de catastrophes. Donc au bout d'un an, ils se sont vite dépêchés de rendre cette arche aux Hébreux, mais avec un cadeau. Un coffret qui contenait 12 rats d'or et 12 bubons, on nous dit. Or, si on regarde l'Arche d'Alliance qui est sur le chariot, on voit qu'elle est ouverte, on voit les pins dans la proposition, et on voit aussi un rat qui pend, suspendu par la queue, et une espèce de tortillon, c'est un bubon, c'est le bubon de la peste. Donc c'est bien notre Arche d'Alliance qui est là. Elle est posée sur un chariot parce que les Philistins ont construit un chariot à sa mesure pour ramener l'arche aux Hébreux. Donc il est tout à fait logique, c'est bien l'Arche d'Alliance. Oui, bien sûr. Voilà. Chartres, et là, c'est là où on a un autre facteur qui va rentrer en compte, c'est l'ordre du Temple. Puisque les Templiers sont très fortement liés. Complètement. Chartres, de par la construction et de par l'Arche d'Alliance, puisque des traditions nous disent que cette Arche d'Alliance aurait très bien pu être pendant un temps cachée dans les cryptes de la cathédrale. D'ailleurs, sur la cathédrale de Chartres, quand tu es face à l'entrée, si tu parcours vers la droite, tu vois en hauteur un Templier qui surveille la cathédrale. Oui, tout à fait. Donc c'est le lien indéniable. Oui. Puis on sait très bien que c'est eux, l'ordre du Temple, qui a financé toutes ces grandes cathédrales, qui là encore sont organisées selon la constellation de la Vierge. La constellation de la Vierge, encore une fois, par hasard, on a le reflet du ciel. Les Égyptiens l'avaient très bien fait avec les pyramides, mais nous on a su le faire avec les cathédrales et d'autres constructions. Oui, tout à fait. Voilà. Donc nous sommes à Chartres, et bien, on se dit, il y a quelque chose qui colle, qui tient. Donc Rennes-le-Château, on va sur Paris, Chartres, et puis on rebondit.
Et puis comme ça, on va louvoyer d'éclipses de soleil. Mais on se demande pourquoi deux fils conducteurs aussi disparates. Oui, bah oui. Alors on va continuer, si tu veux bien, sur le fil de l'Arche. Et puis on arrive à Théopolis. Alors, je te coupe la parole. Théopolis, rien que le nom, c'est exotique. Mais c'est vraiment en France? C'est vraiment chez nous? C'est vraiment un patelin qui s'appelle Théopolis? Ouais. D'accord. Ouais. Alors Théopolis, ça se trouve, le lieu se trouve à 15 km à l'est de Sisteron, dans la Provence. En fait, ça se trouve donc à côté du village de Saint-Génièse, sur la route du temps, voilà, puisque c'est un endroit où on retrouve beaucoup de choses qui datent du géologique. Oui, d'accord. Donc on appelle ça la route du temps. On part de Sisteron, on traverse la Durance et puis on vient dans la montagne, petite route qui serpente vers Saint-Génièze. Et un peu plus loin, à 3 km de Saint-Génièze, on a cette montagne qui s'appelle le Rocher de Dromont. Ouais. Je vais y revenir. Donc quand on part de Sisteron, on va se promener dans la montagne et on arrive à un endroit qu'on appelle le défilé de pierres écrites. Le défilé de pierres écrites, c'est vraiment les gorges qui... On sent que l'homme a travaillé ce passage dans la montagne. D'accord. Et puis on arrive et il y a une pierre. Une immense pierre de 3 mètres sur 4 à peu près, sur une paroi de falaise qui a été sculptée, qui a été gravée avec un texte en romain. D'accord. Et il est écrit que, eh bien, en ce lieu, donc Dardanus, Claudius Postumus Dardanus, préfet des Gaules, donc qui était préfet d'Arles, a fait tailler dans la montagne une route pour rejoindre le locus Théopolis. Or, ce Dardanus, on est au IVe siècle, avait une correspondance avec Saint-Augustin et Saint-Jérôme. Saint-Augustin qui a écrit La Cité de Dieu. Donc, si Dardanus a construit quelque chose un peu plus loin dans la montagne, qu'il a appelé Théopolis, c'est tout à fait cohérent, puisque inspiré par sa relation avec Saint-Augustin. Il était converti, il était converti au catholicisme. Donc, christianisme. Au christianisme, le catholicisme naissant. Excuse-moi, je te taquine. Non mais, tu ne vas pas me désarçonner comme ça. Je suis parti, je ne m'arrête plus. Il n'y a pas de problème. Oui, donc, tu vois, c'est tout à fait cohérent. Donc, ce site appelé Théopolis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette Théopolis, on la cherche un peu, puisque c'est une région sismique, là encore. Donc ça a bougé. Ça a bougé au fil du temps, et lorsqu'on regarde ce rocher de Dromont, avec le rocher du sabot qu'on voit pas sur les c'est celui-là. Ça, c'est le rocher de Dromont. D'accord, c'est celui qui a sur la couverture. Voilà, on se rend compte que la montagne s'est écroulée, s'est affaissée derrière dans une gorge qu'on appelle la gorge du Vanson, des Vosges du Vanson, c'est un torrent qui passe derrière, et un séisme, on comprend bien que la montagne a très bien pu glisser et emporter tout dans le torrent, et recouvrir de gravats les quelques... Alors il y a des fouilles qui ont été faites, et effectivement on retrouve des traces de villas romaines, des fondations, et si on y va, qu'on chatouille un peu les ramasters, on arrive à détecter les murs de fondation qui sont là-dessous. Le problème, c'est qu'on arrive à avoir de 2 à 30 mètres de terre au-dessus. Donc c'est pratiquement impossible de fouiller. Mais il y a eu des villas qui ont été mises à jour un peu plus bas. Donc il y avait bien quelque chose. En outre, il y a eu un château au Moyen-Âge qui a été construit donc, tout en haut du rocher. Il reste des traces des fondations de tours. Voilà, il y a eu des constructions à cet endroit. Et puis aujourd'hui, au pied de cette montagne, on retrouve une petite chapelle. Notre-Dame de Dromont, on l'appelle. Voilà. Et là, on a eu une apparition mariale au XVIIe siècle. Un jeune berger qui allait prier régulièrement sur un tas de pierres où il y avait une croix dressée, a vu la Vierge qui lui est apparue, donc, et donc il lui a demandé de reconstruire la chapelle qui était là antérieurement à cet endroit. Donc il a prévenu le curé, le seigneur du lieu, tout. Puis finalement, ils ont dégagé le tas de pierres et ils ont trouvé une crypte dessous. Dans cette crypte, une pierre de fécondité magnifique, avec des piliers, avec des chapiteaux. Sur ces chapiteaux, on a des sculptures qui ont elles aussi trait à la fécondité, puisqu'on retrouve des attributs de bélier, des gerbes de blé, qui sont symboles, tout un tas de symboles comme celui-là. Et donc on est vraiment dans une crypte de la fécondité.
En bas, on a des torrents où la tradition nous dit que les femmes, après s'être frottées le ventre sur la pierre de fécondité, allaient faire leurs ablutions dans la fontaine. Enfin, c'est pas la seule pierre de fécondité qui est en France. Hein. Bien sûr. On a trouvé d'autres. Il y a le Saint-Sanson, le Ménon Saint-Sanson qui est magnifique, qui est à 45 degrés. Alors, tu connais la légende de Saint-Sanson? J'en connais une, On nous dit, le rocher de Saint-Sanson, les femmes les filles qui souhaitaient avoir un enfant, montaient en haut du rocher et se laissaient glisser jusqu'en bas en culotte de baptême. C'est ça, Donc, apparemment, pour y aller, il faut le faire. Il faut avoir envie. Faut avoir envie d'avoir... Voilà, donc c'est assez cocasse, mais bon, c'est vraiment la tradition. Et donc, Dromont, cette chapelle de Dromont a été reconstruite, bien sûr, et elle a des phases où elle a été ruinée, elle a été reconstruite, réaménagée. Mais il y a des phénomènes particuliers au niveau de cette chapelle, au niveau de ce rocher de Dromont. Il y a des gens qui ont essayé de fouiller, notamment un curé qui s'appelait le curé Jordan, qui avait commencé des fouilles avec les enfants du catéchisme dans la crypte. Et puis lui, bien sûr, faisait la sieste au soleil. Oui, chacun son rôle. Hein. L'histoire nous dit, évidemment, l'histoire nous dit, les enfants sont remontés affolés, et ils ont dit, monsieur le curé, il y a des bruits bizarres dans la crypte, des bourdonnements, il fait très chaud, ça bouge, ça vibre et tout. Donc, ils ont pris peur, puis tout le monde a rebouché, puis ça est reparti. Et puis d'autres histoires nous disent que des archéologues amateurs, pendant la guerre, ou juste après la guerre, la dernière guerre mondiale, ont voulu entreprendre des fouilles. Eux aussi ont creusé à un endroit, ils ont creusé. Puis à un moment donné, tout le monde est remonté mort de frousse parce que ça grondait, ça bougeait, ça faisait très chaud, voilà. Et on remarque le phénomène, il fait très chaud, on sent que là on va toucher des énergies particulières. Voilà. Bien sûr. Il y a des protections qui sont mises en place théoriquement pour garder quelque chose. Or nous, bien sûr, pour avancer dans notre roman, puisque roman il y a, eh bien on s'est dit, pourquoi ne serait-ce pas le tombeau du grand Romain qui est là? Le tombeau de Dardanus. Ah oui, alors ça c'est de la fiction. C'est pas de la fiction, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, il n'y a rien d'écrit. D'accord, rien d'écrit. Et ça, c'est une réflexion. On s'est dit, pour qu'il y ait ces phénomènes, il y a des cryptes qui ont disparu, on le sent très bien. Il y a des choses qui sont cachées dessous, il y a des gens qui sont passés, des gens sensibles, qui ont ressenti des choses. Et hypothèse, on peut très bien se dire, est-ce que notre ami Dardanus n'aurait pas son sarcophage qui soit dans une crypte? Donc ça aussi, je l'ai développé, mais de façon, on va dire, fiction, dans l'ouvrage, où à un moment donné, un séisme qui arrive dans le futur, et puis on découvre le tombeau de Dardanus. D'accord, ok. Voilà. Donc, mais on peut aussi, puisqu'on est parti sur l'Arche d'Alliance, toujours dans notre folie, entre guillemets, bien dire, pourquoi ce ne serait pas l'Arche d'Alliance? Pourquoi pas? Sachant que Dardanus, notre ami Dardanus, on revient toujours, très important dans cette histoire, Dardanus, au IVe siècle, eh bien, c'est lui qui va accueillir les Visigoths qui revenaient d'Italie, qui avaient pillé Rome. Or, à Rome, ils ont pillé le trésor que les Romains avaient eux-mêmes pillé à Jérusalem, bien sûr, dont la Ménorah, dont bien sûr un trésor orifère. Et puis, pourquoi pas l'Arche d'Alliance? Ah oui, pourquoi pas? Bon, partant... Nous sommes dans le roman, on peut tout se permettre. Oui, on peut tout se permettre. Mais ça nous permet surtout d'aller sur des voies qui vont nous permettre de développer d'autres choses. Il faut bien se dire que c'est un roman, c'est une fiction, mais ça nous ouvre des portes pour réfléchir et aller chercher plus loin. Donc Dardanus, lui, quand il a vu arriver les Visigoths, il s'est dit, ça tombe bien, je vais m'allier avec eux, parce que j'ai une révolte au nord. Il y a les Alains, tout des tas de tribus, notamment dirigées par un gars qui s'appelait Jovinus. Eh bien, on va leur faire la guerre, on va mater cette révolte. Et puis, voilà. Alors, il a passé un marché avec les Visigoths, ils se sont alliés, ils ont vaincu la révolte, il a coupé la tête de Jovinus, il a marié sa sœur avec un Visigoth, et les Visigoths, eux, sont partis vers Carcassonne, là-bas, pour installer la Septimanie. D'accord, voilà. Mais au passage, on peut très bien se dire, les Visigoths ont peut-être laissé une part du trésor Dardanus, qu'il aurait laissé à Théopolis, donc hypothèse de trésor, hypothèse pourquoi pas à l'Arche d'Alliance, voilà. On est un peu dans la folie, mais voilà, c'est de la fiction. D'accord. Je répète, ça nous ouvre des portes pour chercher ailleurs. Et c'est ça le but de cet ouvrage, c'est pas de faire un roman fiction, c'est d'ouvrir des portes de réflexion pour avancer dans une recherche. Alors,
Voilà. Mais Théopolis, c'est vraiment le mythe et la réalité, parce que il y a des choses concrètes qui se passent là-bas. On l'a constaté, nous, ça fait 35 ans qu'on tourne là-bas. Ouais. Alors, quand j'habitais en Provence, c'était 2 à 3 fois par an. J'ai même travaillé à Sisteron, donc on y était toutes les semaines. Ouais. Il y a vraiment des phénomènes particuliers qui se passent. Du genre. Du genre. Eh bien, une nuit, c'était la nuit de Pâques. Ouais. Moins 6 degrés, on est dans les Alpes de Haute-Provence. Ouais. Hein. Et bien sûr, allumé, je ne vais pas dire allumé, on va dire un peu à la recherche de choses inhabituelles, paranormales. Eh bien, on décide d'aller faire une veillée, observer le ciel là-bas, sur le rocher de Dromont, à Théopolis. Ouais. Donc on part en voiture, tout un groupe, avec les thermos, la CB, la radio dans la voiture, pour passer une nuit confortable avec les couvertures, les couettes et tout. Bien sûr. Et on regarde le ciel. Et puis un ami un peu plus aventureux que les autres dit, eh bien, on va monter en haut, on va observer, et l'intuition qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Donc il monte avec d'autres personnes, et puis à un moment donné, dans la CB, on entend il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors vite, on sort des voitures en courant, on laisse la thermos, on met le duvet sur le dos et on grimpe. Mais on grimpe dans la montagne avec les ronces, avec les fils de fer barbelés, vraiment aventure dans le noir. Il faut voir, c'était épique. Une amie derrière me disait laisse-moi, je vais mourir, laisse-moi, je vais mourir. Je lui dis tais-toi, tu mourras plus tard, tu grimpes. Voilà. Donc on est arrivé en haut. Malheureusement, quand on est arrivé en haut, le phénomène était disparu. Alors qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils étaient 3 à avoir vu le phénomène. Une boule, on va dire, lumineuse de la taille d'un ballon de foot, qui est sortie, alors, ou sortie de la paroi, ou arrivant de derrière le rocher, c'est difficile à estimer, voilà, mais qui a jailli sur le côté, qui s'est déplacé horizontalement, mais en suivant une ondulation. Et au bout de 200-300 mètres, elle a filé dans le ciel. Et on a observé quand même, malgré tout, 3 points dans le ciel, 3 points lumineux dans le ciel, qui sont restés en statique très longtemps. Très longtemps. Ouais. Alors ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a des gens qui ont fait des observations aussi particulières. Des gens qui revenaient d'un village qui se trouve de l'autre côté. Il faut passer un défilé qui longe un peu cette gorge où on voit de l'autre côté le rocher de Dromont avec sa chapelle. Donc il était 2 h du matin en voiture, sur la route, tout noir. Ça s'appelle le Malpas. Donc c'est le Malpas, il faut faire attention. C'est du verre. Oui. Et ils ont vu donc cette chapelle qui était sous un globe lumineux. Vraiment, ils sont restés là 20 minutes, et au bout de 20 minutes, le phénomène a disparu. D'accord. Donc il y a vraiment des énergies particulières. Alors il y a plein de légendes, il y a des rochers qui volent là-bas, avec des bruits sourds. Nous on a senti des courants d'air particuliers, avec des petits sifflements qui passaient. Il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a eu des objets qui sont tombés du ciel, mais alors des objets particuliers. Il y a eu des prélèvements de faits par les autorités, on n'a jamais eu de résultat bien sûr, c'est resté secret. Mais il y a vraiment des choses bizarres, très très bizarres. Donc Théopolis, voilà, c'est tout ça en même temps. Il y a une part de rêve, il y a une part de réalité, il y a une part de concret, c'est le mythe et aussi la réalité. Voilà le titre de cet ouvrage. D'accord. Alors, tout au cours de l'évolution des chapitres, il y a quand même des rencontres curieuses. Entre autres, au début, on ne sait pas trop ce que c'est que ces 2 mecs. Qui les suivent. Les hommes en blanc qui suivent à chaque fois. Au départ, tu dis pas qu'ils sont blancs. Non. Ils sont suivis par deux discrets. Et puis progressivement, ils viennent en blanc. Et puis il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, ça bascule et ils sont suivis par nos amis. Un truc dans le genre comme ça. Je me souviens plus exactement des paroles, mais bon, on sent qu'il y a un cap de franchi et que c'est pas hostile. Pas du tout, au contraire. Ouais. Alors, ça c'est pour émailler un petit peu l'histoire. Nos amis tout le long de leur périple sont en permanence suivis. Sont suivis, si tu veux, en permanence par 2 êtres très discrets, qui ne se montrent pas. Eux-mêmes, nos amis ne s'en rendent pas compte.
Et ils vont avoir toute leur importance à la fin, puisque c'est eux qui vont être les révélateurs de cette prise de conscience que l'humanité doit avoir. Tout à fait. En fait, bon, ce sont des êtres venus du futur et qui viennent essayer de rééquilibrer un petit peu les choses à notre niveau, dans notre temporalité, pour ne pas en subir les conséquences pour les générations à venir. Donc ça, c'est la note un petit peu moralisatrice dans le roman. Un roman. Mais c'est voilà, mais c'est important puisque ça met en avant, on a des médiums dans le groupe, j'en parle, des gens qui ont reçu des messages, des choses, enfin, des intuitions, des messages que l'on reçoit dans ces cas-là. Et puis on a eu des contacts avec des gens que l'on a connus antérieurement, qui nous ont guidés plus ou moins. Notamment, je cite, alors je ne veux pas trop le dévoiler, il y a un petit dessin, il y a un petit dessin sur la couverture, on se demande bien ce qu'il fait là. Et ça, eh bien, ce petit dessin tout petit, là, qui est ici, on le voit bien, hein, ce petit dessin qui est révélé en plus grand, eh bien lui finalement, il faut arriver à la fin de l'ouvrage pour savoir ce que c'est. Ça on va pas le dire. Lisez-le. Mais voilà, mais c'est émaillé de choses comme ça. Aussi, j'ai passé aussi sur le Concession Arthulie, on parlait des Templiers, mais les Templiers sont toujours là aussi, dans tout, où il y a l'Arche d'Alliance, il y a toujours le Temple qui est derrière. Dans le Verdon, on va à Concession Arthulie, la porte sud du Verdon. On a une église, c'est un village, il doit y avoir, à l'époque, il devait y avoir 50 feux, tout cas. Alors, voilà. Et il y a 8 églises et chapelles, dont une église construite par les Templiers, une construite par les Hospitaliers. Et on a une commanderie templière où on retrouve encore des belles croix pâtées bien gravées. Mais il y avait aussi des pénitents, ce qu'on appelait les pénitents blancs. Ces gens qui faisaient des pénitences en confrérie. Et ils avaient donc une chapelle des pénitents blancs. Et quand l'église Saint-André, l'église templière, est devenue trop petite parce que le village a pris de l'extension, on a récupéré cette chapelle des pénitents blancs pour en faire l'église paroissiale. Bon, quand on visite cette église, là aussi il y a des choses très, très intéressantes, puisqu'on rentre et immédiatement on voit Saint-Michel qui terrasse le dragon. Et puis on voit que c'est pas un dragon en fait, c'est un diable, un démiurge. Mais si on regarde bien la tête, eh bien, ça nous ramène à le château, puisque c'est la même tête qu'Asmodée qui se trouve sous le bénitier dans le château. Bien sûr. C'est la même. Donc on continue, on voit des tableaux, on voit le songe de Jacob, et puis on rentre dans le chœur. Dans le chœur, à gauche, on a Sainte-Anne qui enseigne, et dans le chœur, sur la gauche, on a une arche d'alliance. Qui est bingo, encore. Qui est ouverte. Alors on voit les deux chérubins, alors est-ce qu'il l'ouvre, est-ce qu'il la referme? Le couvercle, on pourrait penser qu'il la referme parce qu'elle a déjà été ouverte, puisque devant on a le vase qui contenait la manne, et on a la verge de Aaron qui est posée par terre. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que sur le mur, en fresque, on a des grappes de raisin, et on a la verge d'Aaron. Et bien si on suit la direction proposée par ce dessin, par ce schéma, qui nous mène vers le nord, et bien on arrive à un endroit qui s'appelle Aaron, un village, qui s'appelle Aaron. On a une montagne qui s'appelle la montagne d'Aaron. Voilà. Et on continue un petit peu plus loin, on a un endroit qui s'appelle la Treille. La Treille. Voilà. Donc il y a un jeu de pistes comme ça, autour de cette arche d'alliance qui est là. Or, tout ce coin, tout ce secteur, le temple du Verdon, qui a été bien décrit par Alfred Wezen, qui a écrit un ouvrage remarquable là-dessus, eh bien, on se rend compte que les Templiers étaient là, qu'ils avaient toutes leurs chapelles qui ceinturaient. Les Romains, déjà avant, avaient déjà leurs bastions, leurs tours qui étaient là pour protéger cet endroit. Mais de l'autre côté, donc, on a ce fait de l'Arche d'Alliance, mais en face, on a la table des pains de proposition, où on retrouve des pains, des pains de proposition, qu'on retrouve dans le temple de Jérusalem, avec l'Arche d'Alliance. Et ces pains de proposition, eh bien, c'est curieux parce que le parasime, en principe, il est tout plat. Or là, ces pains, ils sont bien bombés, bien fumants. Là, il y en a deux. Mais Wezen nous dit dans son ouvrage, eh bien, un petit peu plus loin, il y a un rocher qui a exactement la forme de ce pain. Lui, il appelle ça la table ronde, la table de Bresse, donc la Bretagne, et la table ronde. Et, il parle de Camelot aussi, un rocher en forme de chameau qu'il appelle Camelot. Il y a comme ça des points intéressants. Il y a vraiment un jeu de pistes. Mais ce rocher ressemble exactement aux pains qui sont sur cette table des pains de proposition. Donc ça, c'est pour la partie cœur. Donc là, il y a plein de pistes autour de cette arche d'alliance. Et en sortant,
on remarque sur la tribune un tableau. Mhm. Un tableau, alors il faut pouvoir grimper sur la tribune, on a eu la chance de pouvoir le faire, pour voir ce tableau. Et là, on se rend compte qu'on a Marie-Madeleine. Mhm. Marie-Madeleine qui est là, agenouillée dans sa grotte. Ouais. Hein. Elle a une robe de laine très tressée, très large. Ouais, d'accord. Hein. Si on pense à l'abbé Boudet dans le château, il pourrait nous parler de la trame de laine, L apostrophe N, Oui, oui. hein, donc du carré Laine, Sator, ouais, hein, oui. du carré magique. Mais laine aussi, on parle le langage, la langue, la langue cachée. Hein, Oui, oui. Voilà. Et donc, La langue des oiseaux. la langue des oiseaux, oui. Aussi. Ouais. Ouais. Le gai savoir. Le gai savoir. Voilà. Ça, c'est... Ouais. Et donc, ce tableau a aussi la particularité, donc, la trame de laine. Mhm. Marie-Madeleine a les doigts croisés, Ouais. 5 sur 5, ça nous fait bien un carré magique Ouais, de Sator, carré Sator. Hein. Ouais. Donc il y a une proposition déjà à ce niveau-là, mais ça nous ramène à Rennes-le-Château, la sculpture qui a été récemment détruite à coups de hache par ouais. personne, hein, qui a Bien- été refaite bien depuis, je suis intentionné, passé il y a 15 jours, 3 semaines. Tout a Ça été doit refait, être ouais. refait, ouais. Asmodée a retrouvé sa tête aussi. Voilà, il est bien protégé avec une vitrine, bon, Ouais. c'est bien. Mais donc notre Marie-Madeleine de Comps, il y a quelque chose de particulier. On a un petit flacon qui contient un liquide rouge, du sang, Ouais. du sang royal, avec une fleur de lys, symbole de la royauté. D'accord. D'accord. Donc on a un parchemin, une écriture, et puis on a une tourterelle. Et que vient faire la tourterelle à ce Ouais. niveau-là? Et bien quand on regarde dans le dictionnaire des symboles, on voit que la tourterelle, c'est le symbole du couple. Mhm. Donc on retombe encore une fois dans l'histoire du Da Vinci, Ouais, qui bien sûr. finalement, même si c'est encore un roman, il y a des choses à approfondir quand même, hein, Tout à fait. dans ce domaine. Voilà. Ça c'est con, c'est sur Artuby, la région du Verdon, où on retrouve donc cet arche d'alliance là encore. Voilà. Et ça on va le retrouver un peu partout. D'accord. Et bon, bah, il n'y a plus qu'à le lire, quoi. C'est très, Hein? oui, c'est très fourni. Alors pourquoi l'arche d'alliance sur un fil conducteur? On a pris l'arche d'alliance comme fil conducteur. Ouais. Hein, et puis on a pris les séismes tout simplement pour amener à la conclusion, Mhm. comme on l'a déjà abordé plus ou moins, c'est de dire que l'alliance c'est la nouvelle alliance mais avec les éléments, avec la Mhm. nature, avec Gaïa. Ouais. Chacun va placer l'alliance Oui, tout à à son fait. propre niveau, peu importe, mais c'est quelque part c'est pour amener une prise de conscience C'est sûr. qui nous est révélée par cette recherche scientifique au niveau de la relation éclipse-séisme. Voilà. Donc c'est amener l'homme à cette prise de conscience, et c'est là où nos deux amis vont peut-être vont avoir leur mot à dire, puisque eh bien, ils vont rester en relation avec notre réel, Mhm. hein, pour suivre les événements et voir si l'humanité eh bien, va évoluer dans le bon sens, Ouais, pour lui ouais, permettre ouais, de survivre, d'aller plus loin. bien sûr. Mais on garde une note d'espoir, bien entendu. C'est important. Apocalypse, moi j'entendais en sens révélation, et donc Oui, en oui, mais sens de toute façon, destruction. oui, bien Ah, sûr, on est bien bien d'accord. sûr, on est bien d'accord. Ouais. Ok Alain, bah écoute, merci de toutes ces précisions. Je vous rappelle donc le titre du livre, c'est donc Théopolis, entre mythe et réalité, aux éditions Cosmogone, que vous retrouvez dans les meilleures librairies. Les autres, ils ne l'ont pas. C'est Donc, pas le meilleur. Allez dans les meilleurs. Écoute, merci Alain Je t'en prie. de nous avoir donné toutes ces explications, de nous avoir donné envie de le lire, parce que, alors moi je l'ai lu avant quand même, et je me suis régalé. Donc n'hésitez pas, je me suis beaucoup amusé, parce que j'ai lu moi les autres livres d'Alain, et ça n'a rien à voir avec ton style d'écriture habituel. Complètement, alors. Et c'est vraiment intéressant parce que on sent bien que tu as écrit ce livre non pas pour les gens qui connaissent la géométrie sacrée, les initiations, mais pour le tout venant qui se pose des questions. Et ça, c'est un roman, c'est parce que c'est un roman, mais qui vous fait vous poser des questions. Et donc, objectif atteint. Merci. Voilà. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins, nous étions avec Alain Ballas, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait.
Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.